Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Page blanche. Une émission proposée par Michel Philippot. Bonjour, Page blanche. Mon invité d'aujourd'hui est arrivé en Bretagne à l'âge de 9 ans, mais il est né dans le Loiret, à Orléans, préfecture du département, le 4 mai 1988. Si le lieu et si la date méritent d'être mentionnés, ça n'est pas pour le caractère, on va dire, anecdotique de l'information, mais bien pour mettre en évidence que mon invité, malgré son jeune âge, a déjà vécu plusieurs existences. Il fut caviste ambulant, producteur de cidre, producteur de chouchen et de cidromel. Il est aujourd'hui à la tête d'une maison d'édition créée en 2024 pour l'édition, dans un premier temps, de ses propres textes et le projet d'ouvrir à plus ou moins long terme sa maison d'édition à d'autres auteurs. 2 volumes sont parus à ce jour, les 2 premiers volets d'un ouvrage conçu en 4 parties, Le réveil du monde avec Au seuil du jour, le tome 1, Les cendres chaudes, tome 2, au menu particulièrement de notre page blanche d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir au micro de Bretagne 5, dans Page blanche, Morgane Formon. Morgane Formon, bonjour. Bonjour Michel, merci beaucoup de votre invitation de me recevoir aujourd'hui. Alors, à vous, Morgane Formon, de réagir rapidement à ce très bref, très succinct portrait pour le compléter, pour le corriger, pour l'amender. Bref, vous avez la parole. Eh bien oui, effectivement, Bretagne, terre d'accueil pour moi, chose qui devait être certainement prédestinée avec ma dénomination, puisque Morgane étant quand même un prénom celte, qui voudrait dire, tout le monde s'accorde plus ou moins à ça, né de la mer. Né de la mer, l'intérêt étant de savoir où on va après. Puisque, alors c'est pas donné à tout le monde déjà de savoir quelle est son origine. Par contre, c'est bien de savoir s'orienter. Vous avez relevé qu'il y a 4 pierres à cette première œuvre, Le réveil du monde. Le 4 étant synonyme des 4 saisons, des 4 orientations également. Voilà, s'orienter est quand même quelque chose de nécessaire, et je crois que c'est ce que la Bretagne m'a offert quand mes parents m'y ont amené dans cette jeunesse. Alors toujours en Côte d'Armor, étonnamment. Après, moi j'ai bougé un petit peu sur Brest ou sur Rennes pour des questions universitaires. Mais oui, Bretagne, terre d'accueil pour moi. Alors, Morgane Formon, on ne peut pas faire l'impasse sur cette activité cidricole que j'évoquais dans ma présentation. Parce qu'il me semble que tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent participe d'une même philosophie qui sous-tend et qui traverse jusqu'à votre écriture d'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision de votre parcours ? Est-ce que je me trompe ? Alors moi je suis un peu comme un vieux couple, c'est-à-dire que je m'accommode de mes propres désaccords. Oula. Mais on m'a déjà fait cette réflexion-là. Souvent on dit que c'est nos actes qui nous construisent et qui définissent ce qu'on est. J'ai souvent vu très peu de rapport entre une journée de vente de cidre à la maison et l'écriture qu'il y avait le soir. Vraiment 2 choses complètement différentes. Bien que, certainement, que ça participe à cette construction-là. La philosophie qui pourrait relier les deux, c'est cette notion spirituelle ou cette notion de poétique. Quand j'ai arrêté la production de chouchen, effectivement, il y a peu, je faisais plus de chouchen que de cidre. Ce qui m'a amené à produire du chouchen, c'était justement le caractère sacré de cet alcool, qui est devenu un attrape-touriste et un attrape-breton, tellement il est galvaudé aujourd'hui dans sa confection. Je trouvais ça noble d'essayer de le reproduire d'une manière ancestrale, puisqu'à la base, c'est quand même un alcool druidique et sacré. Donc effectivement, la chose qui peut relier la substance de mon écriture et la substance éthérique qu'une bouteille pouvait contenir, c'est justement cette même orientation dans la quête un peu métaphysique
d'un divin en soi. Voilà. Mhm. Alors, on va rester un petit peu sur votre parcours avant d'entrer vraiment de plein pied dans votre livre. Vous êtes né à Orléans, Oui. dans le Val de Loire, aux portes de la Sologne. Vous y avez passé votre prime enfance, en partie. Votre arrivée en Bretagne vous a amené à vivre, vous en parliez, en milieu rural, Oui. près de Loudéac, c'était à la Motte, à fait. crois, si mes infos sont exactes. Vous vous souvenez, vous l'écrivez quelque part, de vos parties de pêche dans l'étang, Oui. vous vous souvenez de vos cabanes dans la forêt, voilà. Vous avez grandi, et c'est cela évidemment qui nous intéresse, dans un rapport à la nature très, très proche, très sensuel, dans lequel, il me semble, à vous lire, que plongent aussi vos racines poétiques. Est-ce que, là encore, vous êtes d'accord avec cette vision ? Alors, c'est intéressant de relever ça parce que j'ai mis du temps à m'en rendre compte, dans le sens où, effectivement, cette naissance et cette première vie sur la banlieue d'Orléans était quelque chose de très bétonné. Ça a été une enfance très riche, malgré tout, puisque c'était une vie en HLM, avec peut-être une vingtaine de nationalités dans la classe. Donc ça c'est quelque chose qui me manque, par exemple, aujourd'hui. De voir une couleur de peau, des accents très différents au quotidien, ça c'était une richesse absolument phénoménale. En revanche, la nature était très très peu présente dans cette prime enfance, et l'arrivée à la Motte a été une découverte tout à fait naturelle pour un enfant. Vous mettez n'importe qui dans la nature, même une personne qui n'y est pas habituée, il s'y sentira bien, en fait. C'est un refuge assez primordial. Le terme de forêt, c'est « tu es fort ». Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Même dans la décomposition des lettres, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que je joue beaucoup avec ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Dans l'alphabet, le F, c'est le feu, l'O, c'est l'élément eau, le R c'est l'air, le E c'est le monde, et le T c'est la terre. La forêt comprend les 4 éléments plus le monde. Voilà. Alors, vous aimez, on va y revenir tout à l'heure, mais vous aimez beaucoup le jeu sur les mots. Vous jouez sur la polysémie à de nombreuses reprises dans votre écriture. Parfois de façon très plaisante, parce que c'est aussi une source d'humour, mais on en reparlera tout à l'heure. Oui. Alors, restons encore un petit peu sur ce terrain. Vous l'annonciez le 28 décembre 2024 sur votre page Facebook. Vous écriviez ceci: une page se tourne, j'arrête mon activité de producteur de Chouchen pour me consacrer à l'écriture et à la publication des titres à venir, dans l'espérance d'apporter plus de lumière au monde avec des livres qu'avec de l'alcool. Oui. Alors, la formule est tout à fait plaisante, mais Morgane Formon, derrière tout cela, qu'est-ce qui vous a amené à ce choix ? Est-ce qu'il y a des raisons économiques essentiellement? Est-ce qu'il y a aussi une question de disponibilité et de temps, de disponibilité à votre activité littéraire qui semble vous dévorer et prendre désormais beaucoup plus de place? Est-ce que c'est l'impossibilité de mener les deux de front finalement qui vous a amené à ce choix? C'est un choix vraiment du cœur. Parce que sur le côté économique, j'ai choisi d'arrêter une entreprise qui fonctionnait pour passer dans un inconnu financier. Donc c'est vraiment un choix de nécessité, mais de nécessité du cœur, de nécessité d'être en lien, vous parliez de racines tout à l'heure, d'être en lien avec les racines, et les racines évoluent au fur et à mesure du temps aussi. On en enlève des pourris, on en rajoute de nouvelles lumineuses. Cette question d'identité est toujours absolument en mouvement, tant dans le corps que dans l'âme. Alors qu'est-ce qui a trait à la vie malgré le quotidien? C'est un petit peu ce que je m'attelle à essayer de chercher finalement. Mais il y a aussi cette nécessité d'avoir une disponibilité pleine et entière pour l'écriture. Alors, le rapport très concret au monde me ramène aujourd'hui dans ce côté beaucoup plus pragmatique, où j'ai légèrement modifié mon orientation
puisqu'à la base c'était se consacrer à l'écriture, aujourd'hui c'est se consacrer au monde du livre en général, et j'y mettrai un pluriel au monde, puisque arrive cette obligation d'avoir une autre nourriture que spirituelle, donc d'avoir également des revenus. Des revenus, voilà, oui. Puis l'édition aujourd'hui, c'est quand même un choix, j'allais dire, optimiste, et aussi peut-être un peu dangereux aussi, parce que l'édition est en crise. Enfin, il y a beaucoup de difficultés dans ce domaine. J'ai pas fait le choix le plus commode, je vous l'accorde, mais je crois que j'ai rarement fait les choses comme tout le monde. Et ce qui importe, c'est vraiment de suivre ses élans, et même si ça oblige quelques années pour réussir ce qu'on a envie, je pense que c'est une notion de désir. J'entendais une phrase il y a très peu de temps là, d'Amélie Nothomb. On lui demandait « Est-ce que vous croyez au talent ?» Elle dit « Non, je crois en l'intensité du désir. » Je trouve... Vous avez 4 heures. Disons que c'est... Voilà, je veux aller quelque part. Si sur le chemin, il s'avère que ce n'était qu'un bout du chemin, mais pas mon orientation finale, je l'abandonnerai. Mais dans tous les cas, j'y mets toute l'énergie qui m'est disponible pour pouvoir y parvenir, en fait. Voilà, que ça soit d'avoir tel ou tel travail, de sortir tel ou tel livre, de réussir à étirer une pensée. Voilà, c'est quand même quelque chose... Il y a effectivement cette notion de désir dans une démarche d'amour. Alors, dans un article de la presse d'Armor, c'était en juillet 2022, notre consoeur écrivait ceci, je la cite, parlons de vous, il se passionne aussi pour la musique, à tel point qu'il vend aussi des vinyles dans sa boutique. Alors, disquaire n'est pas son activité principale pour autant, des dizaines cependant de vinyles, rock, reggae ou encore pop sont à la vente aux côtés des bouteilles de la cidrerie. Alors, Morgane Formon, continuons à faire connaissance. Quelle est cette part de la musique chez vous, en vous? Vous pratiquez la musique, vous êtes instrumentiste, vous avez fait partie de groupes. Alors, dites-en nous plus. C'est une part de moi qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui. Effectivement, l'aventure du cidre et du Chouchen a commencé sous le nom de Chouchen & Roll, parce qu'il fallait bien savoir quoi faire du deuxième N à Chouchen, qui s'écrit ainsi en Basse-Bretagne, puisqu'il n'y a qu'un seul N en Haute-Bretagne et 2 N en Basse-Bretagne. Certains disent que c'est un pluriel d'ailleurs. Comme les vins, il n'existe pas un vin de France, mais des vins de France, il existe des Chouchen. Le rapport à la musique a eu lieu très très tôt chez moi, essentiellement dans le contexte familial, où j'ai baigné dans un environnement très rock. L'adolescence m'a fait préférer des choses plutôt punk rock pour rentrer dans ma jeune vie d'adulte dans des choses beaucoup plus punk et punk hardcore. Ce qui m'intéressait en fait dans toute cette démarche musicale au préalable, que ça soit dans l'écoute ou dans le fait d'en avoir des groupes et de faire de la scène, c'était tous ces environnements alternatifs qui proposaient vraiment autre chose comme manière de vivre, comme manière de penser, comme manière d'arpenter le monde. Depuis que j'écris véritablement ces livres-là, puisqu'il y a toujours eu des écritures, mais des écritures de chansons, c'est là où j'ai commencé à me couper de la musique, mais pour trouver mon chant intérieur. C'est-à-dire que c'est le silence qui est devenu primordial pour trouver ce que François Scheng appelle le chant dans toute la tradition des poètes, qui est un petit peu relié à la lyre d'Orphée, qui est quelque chose que je connais peu d'ailleurs, mais que je pressens en moi. J'y mets un autre terme, moi j'appelle plutôt ça quelque chose qui m'échappe. C'est une langue qui s'extirpe et qui vient lécher le papier. C'est une embrassade à l'encre. Mais voilà, il y a quand même il y a eu cette nécessité de faire de la place pour trouver la sienne. Donc d'arrêter tout ce rapport à la musique qui peut aussi être un rapport
de bruit, puisqu'on est dans des contextes sonores quand même extrêmement forts. J'ai fait de la scène pendant 10 ans dans un one-man band. Il y a eu un groupe aussi. J'ai été DJ pendant 10 ans dans toute la Bretagne, beaucoup sur Rennes, sur Saint-Brieuc également. Donc, quand je disais que vous aviez eu plusieurs vies. Hein. Oui, c'est la 9e qui commence dans celle-ci. Et d'ailleurs, je me tâte à prendre un char. Il doit y avoir ce rapport à la 9e vie. Alors, votre premier ouvrage, Au seuil du jour, appartient donc à ce plus vaste projet sous le titre Le réveil du monde. Au seuil du jour, donc, c'en est le titre, c'est 49 textes courts. C'est une invitation au lecteur pour partager ce moment si particulier de l'aube où, je cite, on fait le deuil de la journée d'hier pour accueillir celle d'aujourd'hui. Morgane Formand, dans la mesure où ce livre marque la première étape de ce que vous appelez votre quadriptyque, ou quadriptyque, comme on voudra, de quel message est-il porteur, ce livre, et comment est-il lié au second ouvrage, Les cendres chaudes, qui est plus spécifiquement au menu de notre émission d'aujourd'hui et dont nous allons parler beaucoup plus abondamment. Alors, le réveil du monde, c'est vraiment ce qui va comprendre tous les textes et tous les volumes. C'est un nom qui est en rapport à l'éveil des consciences que peut connaître l'humanité essentiellement depuis 2020, depuis les années un petit peu Covid, où j'aime bien déconstruire les mots, déconstruire les termes pour comprendre un petit peu les messages cachés qu'il peut y avoir. Covid, construisons le vide ensemble. Voilà, c'est comme s'il y avait eu un moment de place nette dans cette époque pour reconstruire les choses d'une meilleure manière avec ce qu'on pensait être plus à même de nous convenir. 2020 d'ailleurs était une année 4, on en revient à ce chiffre 4 qui va être justement comment je m'oriente. C'est la structure en fait, c'est aussi les 4 murs de la maison, si indispensables d'ailleurs la plupart du temps aux auteurs pour se réfugier quelque part. Donc voilà, le réveil du monde, c'est un petit peu ce thème global, donc c'est quand même quelque chose qui va être synonyme de conscience, d'élévation de soi. Après, chaque tome est en lien, et comme vous avez pu le dire, à une phase du lever du soleil et à une étape d'évolution spirituelle et également à une saison celte, la plupart du temps. Aujourd'hui, on est complètement décalé par rapport à la compréhension des anciens avec un A majuscule, puisque désormais les solstices et les équinoxes font débuter ou terminer les saisons. À l'époque des Celtes, ces points étaient des points culminants des saisons, c'est-à-dire que la nouvelle année commence au 1er novembre pour faire débuter l'hiver jusqu'au 1er février qui va être le printemps, au 1er mai qui est l'été et au 1er août qui est l'automne. Étonnamment, ce quadriptyque a commencé à l'automne, puisque le premier texte date du 8 ou 9 août 2023, je crois. Et le seuil du jour, c'est vraiment ce passage où on est encore un peu dans la nuit, et on va jusqu'aux premières lueurs de l'aube. C'est jusqu'au début de l'aube, c'est pas vraiment encore l'aube. On est encore dans la nuit, donc on commence à se réveiller un peu. C'est cet entre-deux où les rêves sont très prégnants au matin et qu'on ne sait pas vraiment si on est encore dans le sommeil ou déjà dans la réalité. Il y a un petit peu cet entre-deux, donc très en rapport avec la conscience qu'on peut nouvellement développer de soi et surtout du regard qu'on peut porter sur le monde. La couverture a d'ailleurs été pensée où en fait on va du bleu nuit vers le jaune soleil. C'est vraiment ce côté scindé qui dénote une dualité très prégnante encore chez moi à ce moment-là, qu'il l'est un petit peu moins, on y viendra après sur la symbolique du deuxième ouvrage, mais voilà, ça dépeint un petit peu cette dualité jour et nuit, nuit encore et début de cette phase du matin qui va être ces premières lueurs de l'aube, et comment je fais pour avancer sur le chemin. Symboliquement, ça représente vraiment ce premier engagement
vers la lumière. Et c'est aussi un parcours poétique, évidemment. Inévitablement. Je vous propose de faire une pause musicale, pas une petite, une pause musicale, voilà, avec votre choix d'aujourd'hui, donc avec Nina Simone, et le titre Feeling Good. On l'écoute et on y revient juste après. Très bien. Morgane Formon, nous écoutions votre choix musical pour cette première pause. Alors pourquoi avoir choisi ce titre de Nina Simone ? Alors vous m'aviez demandé, afin de préparer l'émission, quelques morceaux en interruption qui pouvaient venir un petit peu appuyer tout cela. Et j'ai eu beaucoup de mal à en choisir, puisque comme on l'évoquait en début d'émission, j'ai fait un petit peu une pause dans toute la musique. Nina Simone étant une personne qui a surgi il y a quelques mois, et dans ma vie, dont j'ai particulièrement apprécié l'aura et la soul. Et ce morceau particulièrement, puisque Feeling Good, voilà, je me sens bien. Voilà, c'est un peu une injonction aussi des fois au bonheur qui peut être compliqué à supporter, cette chose dans l'urgence d'aimer des fois. Mais en même temps, au-delà de la pensée positive, c'est une pensée créative. Voilà. Donc ce choix de morceau vraiment pour appuyer le côté lumière, justement. Feeling good. Voilà, se sentir bien. Alors, venons-en, Morgane Formon, à ce livre, Les cendres chaudes. Alors, c'est un titre, moi je l'ai ressenti comme un titre qui marque une frontière entre les cendres témoignant d'un feu qui a été, un feu qui fut, pour jouer sur les mots comme vous aimez le faire, symbole de lumière, symbole de joie, symbole de vie et d'une vie passée, et puis cette sensation de chaleur, ici chaleur rémanente, cendre chaude, avec peut-être cette symbolique d'un espoir ou d'une crainte d'une vie qui peut reprendre et se continuer. Alors on pense à ces paroles que chantait Brel, on a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Voilà, on est un petit peu dans cette idée, me semble-t-il. Est-ce qu'il n'y a pas de ce symbole et de cette idée derrière votre titre ? J'aurais eu des difficultés à mieux le dire, en fait, je pense. Vous avez tout à fait compris l'essence du texte et de sa symbolique. C'est vraiment tout ce qui a pu brûler dans notre vie, d'un point A à un point B. Et nous en sommes sur ce passage, C'est une étape préalable au franchissement pour nous amener au point C, justement. Moi qui suis peu dans les choses philosophiques, je me suis attelé à la lecture de Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche il y a peu, qui en fait parle de ce déclin et de ce franchissement, justement. Le fait de décliner en soi, d'appauvrir le moi, d'une certaine manière, je le redirai avec mes mots, d'appauvrir le moi pour rendre riche le soi. Et il y a ce passage. Donc oui, c'est tout ce qui s'est consumé. Mais reste encore justement quelques cendres chaudes qui ne nous permettent pas d'allumer un nouveau feu. C'est plutôt eux qui jouent avec moi d'ailleurs, puisque la langue des oiseaux, un ami m'a dit un jour, mais en fait ils te prêtent leurs plumes pour écrire. Très joli. Magnifiquement dit. Et si on pouvait y mettre un bestiaire, un emblème animal sur ce livre, ce serait un petit peu le héron, qui est le seul animal, le seul oiseau qui est autant à l'aise sur terre que dans les airs, que dans l'eau, à qui il manque justement le feu pour qu'on puisse lui assigner ce titre de phénix. Donc, c'est un livre synonyme de résurrection, ou une étape légèrement préalable à ce renouvellement en soi. Voilà. Alors, ce livre, il est construit autour de fragments, oui. Rarement plus d'une page, des fragments en apparence autonomes, mais dont vous dites dans la présentation qui accompagne l'ouvrage, je vous cite,
qu'il peigne le passage de l'ombre à la lumière et délivre un message de réenchantement du monde. Et dans cette phrase, moi j'y vois presque une définition de ce qu'est la poésie. C'est une définition que l'on pourrait appliquer à la poésie en général. Il y a éminemment une notion de beauté, en fait, dans tout ça. On parlait de lumière tout à l'heure. Plus les choses s'éclairent, plus il y a d'ombre aussi. Alors je suis aujourd'hui dans une période d'écriture complètement différente de celle-ci, qui est beaucoup plus intellectuelle. Et je vous remercie encore une fois beaucoup de votre invitation, parce que je me suis replongé du coup dans ce livre hier, qui m'a permis de déceler ce temps calme qui a été inhérent à l'écriture de ce tome, où il y avait vraiment un silence, et le fait d'être très concentré sur ce qu'il pouvait surgir de beau, tant en soi que par la fenêtre. Il y a un texte d'ailleurs dans ce livre sur la fenêtre, là où naît le feu, qui est un petit peu l'encadrure du visible. Que ça soit du bureau, ou je pense que rares sont les auteurs qui ont un mur devant eux. Il y a toujours ce besoin de projection dans le monde un petit peu. Mais voilà, très, très en lien donc avec le fait d'essayer de saisir la beauté et d'être concentré là-dessus. Et ce fut une première étape, enfin une deuxième, puisque c'est la deuxième pierre de cet édifice, qui avait encore quelque chose de très insouciant et presque innocent dans ce rapport à la beauté, justement. Et plus on avance, plus on décèle aussi ces ombres qui n'étaient pas spécifiquement évidentes au préalable. Le but étant, au fur et à mesure, sur le chemin, de quand même rester à même de saisir la meilleure part des choses. Et peut-être que la poésie, comme vous le dites, c'est peut-être ça. Alors, il ne s'agit pas de faire fi du reste, mais de l'intégrer, de l'incorporer, de le transmuter pour réussir cette élévation. Alors, je voudrais citer, parce que la poésie, il faut la lire, il faut l'entendre. Je voudrais citer ce que vous écrivez, c'est à la page 9, c'est tout début de l'ouvrage. Vous écrivez ceci. Le surgissement des lueurs de l'aube souffle sur les cendres chaudes. En ce lieu liminal, il y a réminiscence. Seul un liquide peut étouffer les poussières d'hier. Chaque éruption du jour invite à boire aux eaux de la source, baigner son âme dans la matrice. Et si j'ai relevé ça, c'est parce que je crois qu'on entend ici très exactement l'expression de ce qu'annonce le titre. Oui. Ce lieu liminal, ce seuil entre hier et demain, n'a de sens que si la mémoire accompagne et si elle nourrit aussi l'avenir, ou plutôt si elle baigne, comme vous l'écrivez, et abreuve cette âme qui vit en nous. Est-ce que vous souscrivez à cette compréhension et à cette interprétation de votre texte ? Alors c'est très intéressant parce que cette notion de mémoire, comme le fait de pouvoir s'appuyer dessus ou non, moi j'ai cette volonté d'essayer d'être neuf chaque matin à la vie, mais ce qui veut dire très vite oublier hier. Et en fait, ce livre-là est quelque chose qui retient. C'est justement ce passage un petit peu où chaque matin, il y a cette réminiscence de la journée d'hier, avant qu'on en ait réussi réellement à faire le deuil, pour être pleinement neuf à ce nouveau jour. Alors c'est peut-être une barre que je me mets très haut pour réussir à vraiment appréhender pleinement cette nouvelle journée, en oubliant certainement la mémoire que je peux considérer comme quelque chose de négatif, des fois. Mais, bien entendu qu'il y en a aussi des parts très riches que j'ai tendance à oublier, et peut-être que c'est ça qui
ne permet pas ce passage, justement. Mais très, très, très intéressant comme observation. Alors, votre livre, on l'a abordé un tout petit peu tout à l'heure, ne contemple ni l'humour, ni le jeu sur les mots. Et j'ai trouvé ce texte, donc il est à la page 12, extrêmement drôle, mais en même temps porteur d'un sens qu'on va essayer de décrypter. Vous écrivez ceci: un diable sert à transporter des charges lourdes. L'objet Dieu n'existe pas, aucune aide n'est utile pour porter des choses légères. La vie sur Terre, une gigantesque psychanalyse des âmes. Alors, au-delà du sourire, au-delà du jeu sur les mots, au-delà de la polysémie sur le mot diable ici, on touche du doigt, je crois, une certaine vérité, c'est-à-dire que choisir entre l'ange et le démon, entre le bien et le mal. Ici, on est dans une réflexion presque philosophique, mais avec aussi une dimension morale. Vers quoi aller ? On est libre finalement, c'est aussi notre liberté qui est mise en cause ici. Alors, c'est tout à fait mon sujet d'écriture actuelle, justement, sur le libre arbitre. Ça débouche là-dessus. Qui est finalement ce que j'essaye d'étirer par rapport à ce qui était présenté dans ces premiers ouvrages. Vous parlez de bien et de mal. Autant il pouvait y avoir justement ce côté dualitaire dans le premier tome, y compris par rapport aux couleurs de la couverture. Sur ce second tome, c'est pareil, puisqu'on a 2 couleurs, mais sur fond blanc, cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on a un petit peu avancé sur le chemin, qu'il y a quand même cette blancheur en fond, donc ce qu'on essaye de vouloir atteindre, le Gwenwen en breton, qui est le monde blanc, celui auquel absolument tout le monde a droit, et dont chacun aura son propre accès. Mais il y a encore ces 2 couleurs un petit peu dualitaires. Donc, sur le chemin se présentent absolument toujours des croisements. Je pensais naïvement à un moment donné qu'il y avait un grand carrefour et que le choix se faisait à ce moment-là. Il y en a effectivement un de toute manière. Mais une fois qu'on a choisi de porter allégeance à la Terre et à son être global, se présentent très nombreusement des petites intersections qui nécessitent de plus en plus de choix. Alors, dans notre monde moderne, on a quand même ce rapport au pouvoir qui est très prégnant, dont on n'a pas une très belle image, je trouve, avec les classes dirigeantes. Puisque ce qu'on va pouvoir avoir comme notion de pouvoir, la plupart du temps, c'est quelque chose qui est reporté sur l'autre. Le fait d'avoir l'ascendant sur quelqu'un, le fait de diriger. Être responsable, aujourd'hui ce n'est pas être souverain, c'est d'avoir quelqu'un sous ses ordres. Cette notion de pouvoir, je la mettrais beaucoup plus en rapport quand on effectue un travail sur soi, avec justement cette notion de souveraineté, donc de choix. Le vrai pouvoir serait d'effectuer un choix. Et les expressions dans la langue sont très chouettes avec ça, les expressions populaires. Faire un choix éclairé, faire un choix en conscience. C'est des choses qui sont communes dans notre vocabulaire. Donc, oui, il y a toujours un petit diable sur notre épaule, mais c'est ça qui est difficile à porter et qui nous empêche d'être léger. Alors, dans mon œuvre, entendons-nous bien, le diable ou Dieu ne sont pas des choses qui sont personnifiées. Voilà, je ne vois pas en Dieu un monsieur barbu qui trône dans le ciel. Voilà, c'est plus une notion de divin, de sacré, donc qui se passe avant tout en soi. Alors justement, vous m'ouvrez la porte pour cette question que je voulais vous poser. C'est la question de votre rapport à la spiritualité et à la croyance. Morgane Formon me semble assez complexe, me semble parfois même insaisissable, facilement insaisissable. Vous avez par exemple le rapprochement de ces 2 textes. Il y en a un à la page 16 qui évoque la Sama, qui évoque donc ce moment
privilégié du rapprochement du monde des vivants avec l'au-delà. On est ici typiquement dans l'univers celte. Oui. Et puis à la page 17, vous écrivez ceci, je vous cite, « On dit Dieu parce que c'est simple, une syllabe qui englobe tout ce qu'on ne connaît pas, qu'on voudrait savoir. 4 lettres d'une mécanique inconnue, mais pressentie. Appelez-le comme vous voulez, il répondra toujours. Dieu est ce en quoi vous croyez. » Alors, sans vous le faire à la Jacques Chancel, j'ai envie de vous demander, Morgane Formon, et Dieu dans tout cela, hein, ou plus directement, en quoi vous croyez, quelles sont vos inclinations dans ce domaine de la spiritualité? Alors, le terme de croyance, si on se rapproche un petit peu du côté sociologique des choses, tout ne fonctionne que par croyance, qu'il s'agisse du divin ou non. Le côté divin, il s'agit de savoir, alors du coup, qu'est-ce qu'on entend par lui et où est-ce qu'on le situe? Est-ce qu'il est à l'extérieur de moi? Est-ce qu'il est à l'intérieur de moi? Est-ce qu'il est dans ces deux endroits? Moi, je crois au côté sacré des choses, au côté sacré de nos vies, au côté sacré de la terre qu'on foule et qui nous accueille. Le fait que ce soit un être vivant qui accueille d'autres êtres vivants et à qui on doit absolument le respect dans nos manières de marcher, dans nos manières de se mouvoir sur cette beauté justement phénoménale qui nous est offerte tous les jours et qu'on ne prend généralement pas le temps d'apprécier par une vitesse d'esprit des fois, par une démarche du corps, par des soucis inhérents un petit peu aux contingences matérielles qui font justement ce côté un petit peu dualitaire de l'existence, très représenté par le renard, voilà, très indépendant mais en même temps très famille. Voilà, il y a toujours le renard est intéressant sur ces choses-là. Je pense avant tout que ce sont des choses qui se situent en soi. Christian Bobin, je crois, avait ce terme sur l'abîme intérieur. Il dit plus personne ne veut se tourner vers son abîme intérieur, et c'est essentiellement là où réside Dieu en soi, justement. Moi, j'essaye de travailler un petit peu sur ce terme du soi et sur ce terme d'âme, qui est devenu complètement profanateur de la vie moderne. On ne parle plus de ça. Essentiellement en Occident, en fait, où les choses sont très basées sur l'intellect et sur l'esprit. On en a oublié ce rapport à l'âme et même à la définir. Ce sont les seules sociétés, je crois, dans lesquelles on vit, qui ont complètement renié le rapport justement au sacré par l'athéisme ou l'agnosticisme. Ce sont des choses culturelles dans lesquelles j'ai moi-même grandi, et je remercie d'ailleurs à cette neutralité. Mais certaines expériences de vie m'ont fait dire qu'il existait absolument autre chose. Et essentiellement dans des nuances de couleurs, dans des nuances de lumière que l'on peut percevoir dans des choses absolument infimes et naturelles au quotidien. La racine du terme de spiritualité, c'est quand même lié avec justement l'esprit, avec une démarche d'esprit. Mais il s'agit quand même avant tout, derrière, d'amour et de cœur. Alors, c'est la chose sur laquelle je travaille aujourd'hui, qui est le second rang de pierre de cet édifice, justement, qui s'attelle un petit peu à essayer de définir et de voir les nuances qui peuvent exister entre le corps, l'âme et l'esprit, qui est un petit peu ce triptyque, cette verticalité, cet axe dont le poète, je pense, est traversé. On en a oublié dans le rapport moderne aux choses le rôle du poète, mais j'en reviens au côté celte des choses. Chez les Celtes, le poète était vraiment le barde issu de la caste des druides, qui était cet intermédiaire entre le ciel et la terre, messager.
Eh bien justement, je vous propose, Morgane Formont, juste pour le plaisir des mots, juste pour le plaisir de les entendre, je vous propose de déambuler au hasard des pages, un hasard un peu sélectionné par moi, en commençant par cette belle définition de l'écrivain. Vous pouvez éventuellement réagir, mais on va juste se faire plaisir à la lecture de quelques-uns de ces textes issus de ce recueil, cet ouvrage dont nous parlons, Les Cendres chaudes, aux éditions Morgane Formont, et nous reparlerons de votre côté éditeur, juste après. Les écrivains vivent dans une caverne. À travers la fenêtre, cadre de la pensée. Dehors est un décor. La vue prolonge l'encre. Depuis ce même trou vers le monde, jamais la même scène ne s'écrit. Belle définition de l'écrivain. Et puis un peu plus loin, on continue notre déambulation dans votre texte. Je regarde les visages sans savoir qu'en faire. Parfois leurs yeux me traversent et je prends une âme en pleine face. On continue notre déambulation. Je vous laisse marcher, je vous suis. Vous me suivez, c'est formidable. L'amour. L'amour est épuisant. Vivre est éreintant. On finit même par en mourir. Mais je ne connais pas de plus bel effort. Et c'est là où on retrouve aussi ce regard amusé, parce qu'il y a de l'humour dans ce livre, la preuve. C'est important d'essayer de mettre un petit peu de légèreté dedans. Après, dans le processus d'écriture, c'est des choses qui vont être beaucoup scindées, beaucoup coupées, pour justement réussir à avoir ce côté un petit peu fragmentaire et mis bout à bout. D'où le côté mystérieux, voire mystique, qui peut en surgir des fois. Mais je trouvais nécessaire, sur ce premier fondement, d'avoir des choses extrêmement clair, quitte à ce que ce soit dense et qu'une phrase prenne du temps à être assimilée. Voilà, mais... On dit l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu aurait-il changé de notaire après sa mort? C'est extrêmement bien vu. C'est très drôle. Le silence nécessaire à l'écriture n'a rien à voir avec l'absence de bruit dans l'environnement. C'est faire taire le bruissement du monde dans le crâne. C'est pas toujours facile, ça. Et généralement, je pense que l'auteur, justement, se réfugie à l'intérieur, derrière sa fenêtre, par protection, par refuge du bruit du monde ou du bruit de vaisselle qui peut teinter dans nos esprits. À 14 ans, quand on me demandait ce que je voulais faire, je répondais que je ne voulais pas travailler. Pas rien, mais ne pas travailler. Il y a ces gens dont je fais partie qui travaillent à eux-mêmes. C'est un sacré boulot, une chose sacrée de se choisir. J'ai pris un temps plein avec moi-même, même comme le verbe aimer ici bien sûr. C'est très dur d'être libre, il faut savoir occuper son temps de la manière la plus juste possible. Être libre, c'est d'abord se libérer. Des années pour s'enlever la culpabilité de ne pas mettre de réveil, autant pour se caler sur le soleil. C'est un travail qui rémunère bien. On y trouve la joie d'être soi. Tout à fait. Ouais. Et cette joie n'est que rarement, je m'en rends compte avec le temps, extraordinaire ou exubérante. La joie est bien plus subtile qu'un sourire. C'est une manière d'être vraiment intérieure qui se travaille chaque jour au gré des contraintes du quotidien. Et
souvent, les choses simples sont quand même les plus difficiles. Et c'est pour ça que le rapport à la nature est indispensable. Les plantes, on les appelle les simples. Voilà, Exact. c'est la chose qui est la plus simple. C'est la nature. Et on va terminer avec une fleur, justement. Quand on me demande si je suis fleur bleue, je réponds que j'aime aussi les jaunes. Alors, c'est sur ce sourire que se referme votre ouvrage, Les Cendres chaudes. Il est paru en février 2025 aux éditions Morgane. Et c'est précisément des éditions Morgane dont je voudrais à présent m'entretenir avec vous, puisque vous en êtes le fondateur, Morgane Formon. Alors, évidemment, on ne va pas se le cacher, c'est une forme d'auto-édition pour le moment. Et vous êtes passé aussi pour votre première parution, Au Seuil du Jour, dont nous avons parlé, par un financement participatif par la plateforme Ulule. Oui. Alors, qu'en est-il de cette maison d'édition ? Comment vous la voyez se prolonger ? Quel avenir voyez-vous pour cette maison d'édition ? Est-ce que vous commencez à recevoir des manuscrits, par exemple ? Peut-être un peu tôt. Alors, j'en ai reçu quelques-uns et j'ai apporté conseil sur des structures ou des effacements nécessaires à la clarté de texte. Mais j'avais publié quelque chose comme quoi je ne publiais pas d'autres auteurs pour le moment, donc j'ai été très peu sollicité, ce qui m'arrange, je dois le dire, pour le moment, puisque j'ai ce travail d'écriture quand même à faire à côté. Comme vous l'évoquiez en début d'émission, c'est vraiment une structure qui a été montée dans le but de sortir mes propres ouvrages dans un premier temps. Alors, effectivement, auto-édition un petit peu déguisée, mais le but et le fait de s'être déclaré en tant qu'éditeur m'a permis d'avoir un regard éditorial, justement, sur les choses, tant sur la conception de l'ouvrage en lui-même que sur le texte, où en fait, il y a un moment où j'ai été auteur, il y a un moment où je suis dactylo, et il y a cet autre moment où je suis éditeur avec un autre regard sur le texte, où il faut des fois que je coupe des phrases, des mots, pour que ça puisse tenir dans la mise en page que je me suis imposée. Donc il y a aussi une forme d'autocensure qui peut arriver dans ce travail-là, quand on va avoir 2 mots sur la page 2, et qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour réduire les écarts entre les caractères, etc., et que ça ne passe pas. Bon, il faut enlever 2 mots du texte. Alors, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire dans ce texte-là ? Et du coup, c'est très intéressant parce que ça permet aussi d'en arriver à l'essence beaucoup plus importante du message, que souvent on essaye d'étirer ou qui coule. Mais l'encre, parfois, je pense que c'est un petit peu comme les larmes, il faut savoir les arrêter. Alors, dans cette maison d'édition, donc, il y a tout ce travail éditorial. Finalement, vous vous dédoublez d'une certaine manière, mais il y a aussi l'aspect distribution. Donc, vous assurez tous les postes, là, si j'ai bien compris. Oui, il y a vraiment quatre rôles, auteur, éditeur, diffuseur et distributeur. Les 2 derniers se rejoignent un petit peu, mais ce sont des moments qui m'ont vraiment obligé et permis de prendre la route un peu partout en Bretagne, ce qui m'a permis d'ailleurs, grâce à la qualité éditoriale en fait de ces livres, d'être accueilli chez beaucoup de libraires en Bretagne, où je suis distribué dorénavant un petit peu partout en Bretagne. Et il y a vraiment eu cette volonté aussi de travailler avec la chaîne classique du livre, on va dire, de travailler avec les libraires. J'ai fait le choix de ne pas être distribué sur Amazon ou sur la Fnac ou d'autres types de marketplace comme ça. Il y a vraiment eu ce choix qui est, je le conçois, très osé dans tout le développement de l'auto-édition, où beaucoup vont vendre 200-300 exemplaires sur Amazon. Voilà. Mais c'est pas dur de faire de l'argent, ça n'a jamais été difficile. Conserver son éthique,
Ça, c'est plus dur, mais c'est ce qui m'anime, en fait. Moi. Voilà, vous êtes un pur, vous. J'essaye de trouver quelque chose de sain en moi, et cette démarche d'écriture, la plupart du temps, consiste aussi à évacuer des choses et faire de la place. Alors, vous proposez également des stages de formation à l'auto-édition. Oui. Vous maîtrisez à l'évidence le savoir-faire, parce que, effectivement, je confirme ce que vous disiez, le livre que j'ai en main est un très bel objet, tant par le choix des matières que par la mise en page, la conception de la couverture. Et je le dis sans aucune intention de vous flatter, c'est très réussi, vraiment. Alors, où en êtes-vous de cette activité de formation ? J'ai sous les yeux votre flyer, pour dire les choses. Vous en avez programmé un, vous en aviez programmé un premier en juin, c'était en début d'été, le jour du solstice, voilà. Il y a tout un programme dans cette formation. Alors, en quoi ça consiste ? Eh bien, disons que c'est de proposer à des jeunes auteurs, soit qui ont été refusés par des maisons d'édition, soit qui font le choix de garder une main complète sur leur travail, de proposer un parcours facilité qui empêche les erreurs du débutant. Quand on se lance dans le côté auto-édition, c'est peut-être des mois et des mois de recherche pour coupler les informations et qui bien souvent quand même aboutissent à des erreurs. Est abordé aussi justement dans cette formation le côté éthique des choses, qui je choisis de faire travailler. L'auto-édition, qui est en plein essor depuis de nombreuses années, mais qui, je trouve, s'essouffle un petit peu aujourd'hui, bénéficie d'une très mauvaise aura la plupart du temps, essentiellement avec les libraires, puisqu'ils ont un rayon auto-édition où les choses sont rangées là et finalement personne s'en occupe. Mais il y a une qualité, des fois, dans la conception de l'ouvrage qui est quand même quelque chose qui manque un petit peu de savoir, je dirais, où on a l'impression que ça a été un petit peu fait à la maison des fois. Si le but c'est de mettre un écrit dans le monde et donc de le partager, il est quand même important de savoir mettre en forme tout cela, quoi. Une prochaine date en octobre, novembre, pour un prochain stage ? Alors autant c'était quelque chose qui s'était présenté la première fois sur une session un petit peu groupée dans un lieu précis, à un horaire précis. Ça a muté depuis dans une forme d'accompagnement individualisé en fait, où je reçois, où je me déplace chez la personne d'intéressée, quel que soit le moment qui est à convenir en fait avec la personne. Morgane Formon, merci infiniment. Page Blanche se termine. Merci de vous être prêté au jeu de mes questions. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci également à notre réalisateur Frédéric Guyon pour sa mise en onde toujours au cordeau. Je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine. Je serai en compagnie de Anne-Yvonne Pasquier et nous parlerons polar. Passez une excellente semaine et selon la formule désormais consacrée, d'ici là, portez-vous bien.